Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être ou écouter nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet sous Tichèze Bar. Je vous dis, Napchita avec personnalité africaine qui fait un pile coup de pied pour venir faire solidarité avec Haïti. C'est Kémi Seba, activiste, écrivain, éditorialiste et puis président ONG Urgence Panafricaniste, li soti Bénin pour atterrir en Haïti côté yon mobilisation pranchè depuis quelque temps contre corruption et puis contre régime en place là. Kémi Seba a mené une bataille anti-colonialiste, anti-impérialiste et puis la fait promotion l'idée panafricaniste qui voulait dire pour tout pays dans le continent africain mettez tête yo ensemble et puis garder dans même direction. Kémi Seba très actif dans télévision et radio, surtout dans le pays Sénégal, côté li produit plusieurs émissions. C'est un monde yo connaît en pile à travers le monde. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Kémi Seba, bienvenue à Tichèze Bar sur Alter Radio. Merci grand frère, merci. Comment vous-même vous souhaitez vous présenter aux Haïtiens? C'est vrai que lorsqu'on va chercher sur Kémi Seba sur Internet, on voit plein de choses. Quel est le profil que vous souhaitez présenter aux Haïtiens? Je souhaite que chacun se fasse son idée en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il lit, de ce qu'il voit. Je pense qu'il y a déjà trop de choses qui se disent sur Internet et qui en réalité, pour toute personne dotée de raison, permettent d'avoir un regard de fond sur le travail qui est effectué. Et c'est ce qui explique, je pense, qu'il y a bon nombre de gens au-delà de l'Afrique, où on a déjà une masse critique qui nous soutient, mais il y a bon nombre de gens dans les Caraïbes, dans les Amériques qui nous soutiennent, y compris en Haïti, où on a quand même un accueil chaleureux systématiquement de la part d'une bonne partie de la jeunesse. Vous êtes revenu en Haïti au retour peu de temps après un récent voyage que vous avez fait en Haïti. Qu'êtes-vous venu faire en Haïti dans cette conjoncture agitée? J'ai répondu à l'appel de certains frères et sœurs du mouvement des Petro-Challengers qui estiment qu'aujourd'hui il y a un délitement de la situation politique et il y a une tentative de corruption de ceux qui résistent contre la corruption, d'accord? Il y a un certain nombre de morcellement qui sont effectués vis-à-vis du mouvement citoyen, qui est un mouvement citoyen extraordinairement courageux. Et ils m'ont demandé donc d'apporter un certain nombre de réflexions, de conseils méthodologiques par rapport au combat que nous menons et qui porte ses fruits sur le continent africain. Ça, c'est le premier point. Et au-delà de cette demande qui a été effectuée, notre ONG a souhaité aussi apporter une aide sur le terrain social puisqu'on est toujours dans une dynamique bicéphale, à la fois politique, en ce qui concerne le soutien pour le droit à l'autodétermination de nos populations, et on rentre en plein dans cette situation, et de l'autre côté aussi l'aspect social dans la doctrine que j'ai conceptualisée qui s'appelle la LODO, qui est le solidarisme endogène africain et qui part du principe que quand
une partie des nôtres est en difficulté, c'est la collectivité dans sa globalité qui est en difficulté aussi. Et donc, on va distribuer des kits sanitaires puisqu'on sait que la crise sociale a entraîné qu'un certain nombre de pharmacies, pas toutes évidemment, mais un certain nombre de pharmacies ont été bloquées pendant un certain temps. Et étant donné qu'on est dans une crise sociale et politique, vous savez très bien que quand il n'y a pas d'argent, quand des gens ne sont pas payés depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, quand il y a une maladie, il est difficile d'avoir même accès aux médicaments pour les peu de pharmacies ouvertes en tant que telles. Et donc, on n'a pas les moyens des multinationales en tant que telles ou des ONG financées par ces multinationales, mais avec humilité, avec dignité et sincérité, pragmatisme, on va donc distribuer donc ce week-end des kits sanitaires. Où ça? Si je dis le nombre, on risque l'adresse, on va être très rapidement dépassé par la demande, puisque vous en doutez bien qu'on n'a pas un nombre illimité de kits en tant que tel, mais ça sera communiqué sur Internet, on ne va pas annoncer l'adresse, on ira, on a déjà ciblé les endroits où on va passer, et on distribuera aux populations qui en ont le plus besoin. Et après, ce sera toujours subjectif, certains diront qu'on en a plus besoin à tel ou tel endroit, mais nous, le but, c'est de faire ce geste pour rappeler une chose, que le panafricanisme ne peut pas être simplement une démarche qui consiste à s'opposer à une situation politique qui peut ne pas aller. Ça consiste aussi à proposer. Et on est toujours dans cette démarche de rappeler que le solidarisme, il existait bien longtemps avant que Karl Marx et sa longue barbe, ou que les communistes ou les maoïstes se sentent concernés par cette démarche. Il y a un solidarisme endogène qui existe chez nous. Julius Nyerere parlait de l'Ujamaa en Afrique, nous parlons de l'Alodo, mais ça revient quasiment au même. Le monde noir dans sa globalité a une dette vis-à-vis d'Haïti. Et ma présence et mon soutien et le fait que nous répondions avec nos propres moyens, précisons-le quand même, à ces demandes de venir et de soutenir, cela illustre qu'il y a un panafricanisme contemporain aujourd'hui qui comprend l'importance de soutenir la Mecque de la cause noire qu'est Haïti. Haïti est en difficulté aujourd'hui. Quand Haïti était debout, il a éclairé, ce que j'aime le féminin, elle a éclairé le monde noir dans sa globalité. Moi, je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, que la Haïti chérie est blessée, dépouillée, que le panafricanisme puisse être dans une démarche de la soutenir. Vous avez évoqué le Lodo, vous pouvez nous en parler? Alors, Alodo en fongbe signifie entraide, encore solidarité. Et avant que le néolibéralisme économique et sociétal, tel un cancer, puisse s'étendre et prospérer dans le monde, aux quatre coins du monde, rappelons que dans les sociétés dites traditionnelles, la collectivité était quelque chose qui était plus que jamais prépondérant. Il n'y avait pas l'individu qui avait le droit d'être au-dessus de la collectivité. On était où l'individu était parce que la collectivité était. Aujourd'hui, dans ce capitalisme dérégulé, dans ce néolibéralisme mondialisé, on met en avant l'individu au détriment de la collectivité. Eh bien, Alodo s'est rappelé que arrêtez de penser que vous réussissez si vous ne faites pas en sorte que les autres peuvent être touchés par cette réussite et si vous ne faites pas en sorte que les autres puissent bénéficier de ce que vous appelez de manière subjective la réussite. Et donc, c'est ce qui entraîne que, par exemple, au Bénin, dans le cadre du programme Alodo de notre ONG Urgence panafricaniste, on a lancé un programme de financement de microcrédits sans intérêt auprès des populations, des mères de famille en état d'extrême précarité, parce que la femme, même si on est dans des sociétés malheureusement patriarcales, n'oublions jamais que la femme, c'est la matrice du monde, de l'humanité, et la matrice du monde noir en tant que telle, c'est la femme noire plus que jamais, et la matrice de l'humanité aussi. Et en ce sens, quand nos femmes sont en état d'extrême précarité, la femme c'est celle qui donne l'orientation à l'enfant, la femme c'est celle qui fait battre le cœur de la société. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on arrête toujours dans ce cadre capitaliste occidental de croire que c'est toujours l'homme qui donne le ton. C'est pas vrai, l'homme suit, mais la femme donne le ton. Et si la femme est blessée, c'est la société qui boite. Et pour mesurer l'indice de véritable développement d'une société, il faut voir la manière dont les femmes vivent. Quand celles qui sont les matrices de l'humanité sont asphyxiées, on ne peut pas s'imaginer que la société ira bien. Donc on a contribué au financement, on continue à le faire, au financement de microcrédits sans intérêt, soutenu par un certain nombre de footballeurs qui croient en notre combat, qui croient en mon combat politique depuis un certain nombre d'années. On dira que vous êtes dans une logique développementiste, humanitariste. Alors, le problème, c'est que souvent on accole des termes qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre paradigme ou avec notre réalité endogène. Disons que notre peuple aujourd'hui subit un meurtre culturel, un meurtre économique, un meurtre politique, et il est du devoir de ceux qui résistent à cette oppression, à cette répression systémique, de tendre la main et d'aider leurs semblables. Comment moi je peux vous dire, je suis un homme, si je vois ma mère, si je vois ma sœur,
si je vois mon frère se faire brutaliser devant moi et que je passe sans réagir. Je ne serai pas un homme, je serai un sous-homme. Et on a appris au nôtre, le système a appris au nôtre à être des sous-hommes, à se départir de toute émotion quand il voit ses semblables, quand on voit nos semblables se faire briser. Eh bien moi je ne peux pas être épanoui ou être heureux. J'aurais tout pour l'être si je le voulais aujourd'hui, mais je ne pourrais jamais l'être tant qu'aux quatre coins du monde, notre population vivra dans les conditions dans lesquelles elle vit. D'où le terme d'urgence panafricanisme, urgence au pluriel, panafricaniste au pluriel, parce que les urgences sont multiples et variées. Vous faites le constat ici de problèmes humanitaires graves. Le grand drame, c'est que le système dans lequel nous vivons a fait en sorte qu'on a fini par normaliser la normale et qu'on a fait par banaliser l'insupportable. Mais des gens qui ne sont pas payés depuis 6 mois, 5 mois, des personnes qui n'ont pas de quoi payer leur loyer, qui n'ont pas de quoi même remplir leur frigo, ça ce sont des expériences qu'on me partage. Des gens qui n'ont pas accès à des médicaments, des enfants qui n'ont pas accès à l'école depuis des mois et des mois et des mois. Ce sont des expériences qu'on me partage. Des entreprises qui ferment. Parce qu'il faut qu'on se rappelle une chose, la résistance digne des Petro-Challengers, qui est une résistance héroïque et courageuse, elle s'est faite dans la rue. La rue a été bloquée. Mais ceux qui n'ont pas été bloqués, c'est l'élite. L'élite continue à manger son caviar. L'élite continue à avoir accès aux soins très facilement. Parce que quand on a l'argent dans un pays de corruption, tout va toujours très vite. L'élite parvient à avoir les hôpitaux ne fonctionnent pas. Oui, mais c'est pas parce que les hôpitaux ne fonctionnent pas que les médecins n'existent plus. Et pour les riches, il y a toujours des médecins. Vous en doutez, tout comme moi. Donc ce sont des réalités factuelles dont il est nécessaire que l'on puisse parler. Et donc par rapport à cette situation-là, oui, crise sanitaire réelle il y a, crise sociale réelle il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po Paris ou les idioties de la Sorbonne pour savoir ça. Ce sont des réalités. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse être dans une démarche pragmatique et appeler un chat et apporter de la même façon que ce que nous faisons aujourd'hui. Moi je souhaite que le jour où Haïti sera sur pied, dans certains pays africains, qu'elle puisse aussi apporter son aide comme nous le faisons ici. Nous ne faisons pas de l'aide humanitaire, parce que ce concept aujourd'hui, c'est ce qui renvoie à la notion d'impérialisme de la vertu, où on vient aider, mais en réalité, derrière cette démarche-là, il y a une volonté de civiliser, entre guillemets, selon sa propre ontologie. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de fraternité, parce que nous sommes un peuple frère, des peuples frères, issus d'un même arbre, qu'on le veuille ou pas. Et donc il est nécessaire que l'on puisse avancer dans ce cadre-là. Changer de système, c'est la revendication fondamentale qu'on écoute partout dans les mobilisations en Haïti. Aujourd'hui, de quelle manière vous sentez-vous interpellé par cette revendication? Elle a du sens, parce qu'on est dans un pays où il y a eu très peu de modifications constitutionnelles, c'est le moins que l'on puisse dire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a eu extrêmement peu. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, l'essentiel de la Constitution émane de la Constitution bonapartienne, napoléonienne ou bonapartienne, peu importe le nom qu'on lui donne. Or, c'est quand même un petit peu une schizophrénie que la Première République noire est pour cadre juridique et constitutionnel la constitution du négrier qui voulait mettre sous les chaînes la population de cette République noire. Donc il y a un moment où il faut qu'on se pose des questions. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand un responsable politique en a marre d'un opposant, il a l'avantage, avec l'argent, système de corruption, donc, de profiter d'une des règles du code napoléonien qui est l'incarcération préventive. Donc on paye un juge, on dit convoque-le, tu le mets en prison. Il peut ne pas être jugé pendant 10 mois, 15 mois, 1 an. Ce sont des réalités factuelles. Et, comment dirais-je, il n'y a pas de débat. Parce que si on lui demande, on dit c'est la Constitution autorise ça. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas aller. On ne peut pas parler d'autodétermination de nos populations, de souveraineté populaire, et avoir un code qui a été un code fait par les négriers qui voulaient assujettir le peuple et donc priver ce dernier de la souveraineté. Il y a une schizophrénie dans la réflexion politique et donc constitutionnelle en tant que telle, et rien que cet exemple-là parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous dire qu'on étudie quand même beaucoup notre dossier. Je pense que ça doit être approfondi réellement. Mais cette constitution de 1987 a été votée lors d'un référendum par la majorité des gens en âge de voter à l'époque, et les Haïtiens considèrent que la constitution de 1987 non amendée, c'est une constitution qui ouvre la porte à une expérience démocratique tout à fait nouvelle en Haïti. Mais c'est ce qu'ils ont pensé. Mais il y a eu combien de modifications constitutionnelles en tout? En fait, est-ce que c'est la constitution qui est le problème ou... Je vous pose une question.
on est dans un échange. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez parlé de la modification de 87? Haïti a été déclarée république en quelle année? 1804. D'accord. 1987, ok. Il y a eu un référendum, ok. Tout comme dans un autre ordre d'idée, il y a eu un certain nombre de régimes qui ont été votés démocratiquement, d'accord. Et on s'est rendu compte après, le peuple s'est rendu compte après de sa profonde erreur. Mais cette constitution n'est pas respectée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Cette constitution est constamment violée. Ce que je veux vous dire, pour qu'on se comprenne très clairement, c'est que l'exemple même de cette incarcération préventive, ça ne tombe pas du ciel. Elle vient de cette constitution. Que moi, citoyen béninois, j'ai pu avoir l'occasion de lire, comme des tas d'autres, d'accord? Et ceux qui sont en prison savent que ça part notamment de cette loi-là. Donc je ne dis pas que tout se résume à un changement constitutionnel, mais on ne peut pas changer un système si on ne change pas à un moment la Constitution. Et que la Constitution ne soit pas respectée sur certains points, c'est un fait. Que la Constitution soit appliquée à foison sur d'autres points, c'est un fait aussi. Donc le problème n'est pas le non-respect de la Constitution, le problème est qu'on s'appuie sur une Constitution émanant, je le dis clairement, en genèse de Négrier, qui avait une perception d'Haïti qui n'est pas la perception qu'Haïti a d'elle-même. Et je ne vais pas citer de nom. Hier, je parlais avec... alors, c'était même pas quelque chose qui était prévu, parce que si j'avais eu l'occasion, je pense que je ne l'aurais pas forcément souhaité, mais il n'y a pas de souci. Disons que des amis d'amis étaient amis avec un secrétaire d'État. Je dis clairement la chose comme elle s'est passée, mais qui était somme toute très sympathique. Là n'est pas la question. On a eu une belle discussion. Et il dit, lui qui est un gouvernant, il dit, nous sommes encore esclaves. Nous sommes encore esclaves. Dieu m'est témoin, les ancêtres sont témoins, que mot pour mot, devant témoin. Une autorité haïtienne. Une autorité haïtienne m'a dit que nous sommes dans un système qui nous fait encore esclaves. Nous ne décidons de rien, contrairement à ce qu'on croit. Beaucoup de décisions viennent des États-Unis. Ça, ce sont des choses. Et beaucoup de décisions viennent de la communauté internationale. Le peuple croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas. Et moi, je lui ai dit, vous savez, il y a un minimum de décence à avoir. Si vous, qui êtes un gouvernant, vous dites que vous n'êtes pas libre dans ce système, démissionnez de ce système. Parce que c'est trop facile de dire que oui, on n'est pas libre dans ce système, mais vous prenez les avantages que vous confère ce système qui, soi-disant, vous prive de liberté. Et c'est ce que j'aurais dit pour le président haïtien, M. Jovenel. Il a dit... Vous avez donc un message pour lui aujourd'hui? Bien sûr, il le sait. De manière extraordinaire, là où la contestation populaire disait qu'on veut la fin de ce régime, on veut la fin de la corruption, le président surgit et dit « Moi-même, je lutte contre la corruption ». Alors j'ai vu ce discours, je l'ai entendu, j'étais obligé de rire. J'ai dit qu'il faut qu'il donne une augmentation salariale à son conseiller, parce qu'en faisant ça, il a complètement dribblé la société civile qui avait ciblé la problématique de fond, et il fait croire qu'il fait partie de la solution, alors qu'en réalité, il est partie prenante du problème. Petite parenthèse, la corruption aussi dans votre continent, c'est un problème très grave. Pourquoi votre continent? Vu votre visage, vous n'êtes pas suédois. Et si vous allez en Occident, ils vous diront que vous êtes un Africain. Et c'est vous qui aurez... On n'est pas en Afrique ici. Kwame Nkrumah disait qu'on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais parce que l'Africain est né en nous. Et pour aller plus loin, parce que l'Afrique, on la porte sur notre visage. Et quand on vous voit, on sait que vous n'êtes pas un occidental. Donc, on reviendra à l'Afrique, voilà. Alors pour parler de corruption. Dans notre continent, mais nous on fait ce travail depuis un certain temps. Si je suis combattu et persécuté par les dictateurs africains, est-ce qu'il me vaut dans le même temps d'être autant soutenu par la jeunesse africaine, jusqu'à preuve du contraire? C'est parce qu'on lutte contre cette corruption plus que jamais, de manière endémique, de manière systémique. Et nous partons du principe que l'avènement d'un nouveau système, quand on mène le combat contre la France-Afrique, contre le néocolonialisme français, il a deux faces. Il a le pillage des forces exogènes, mais il y a aussi la corruption des forces endogènes. Donc c'est pour ça que quand je vais au Togo pour une manifestation lutte contre la corruption, et que, arrivé à la frontière, les autorités togolaises m'interdisent en disant que je suis une menace pour l'ordre public, parce qu'ils savent que la jeunesse togolaise m'écoute énormément et qu'ils ne veulent pas, et africaine de manière générale, francophones, et ils ne veulent pas que je puisse troubler quelque part leur petit jeu. Malheureusement, avec Internet aujourd'hui, on n'a pas besoin de passer les frontières pour que le message passe. Donc, bien sûr que la corruption, elle est présente aussi en Afrique, dans notre continent, d'origine ou de résidence, et elle est présente, j'ai envie de vous dire, partout, parce que pour être né en France et avoir vécu pendant 30 ans, j'y ai grandi, d'accord, la corruption est aussi présente en France, vous le savez. Ouais. Exemple, on pourrait les citer à foison, Sarkozy, Balkany et compagnie. Et aussi souvent partagé entre
un pays et un autre. Tout à fait. Probablement les dossiers qui sont traités ici ne concernent pas uniquement Haïti. Tout à fait. C'est la raison de notre présence aussi. C'est que la problématique d'Haïti est une problématique globale, mais une problématique qui a encore plus d'incidence parce que Haïti est comme le premier esclave rebelle qui s'est levé contre le maître esclavagiste et à qui on fait payer le prix aujourd'hui de sa volonté d'autodétermination et de libération. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Haïti n'est pas sous assistance respiratoire gratuitement. C'est pas le vaudou qui fait, comme je l'ai entendu de certaines personnes qui objectivement me paraissent un peu aliénées. Au contraire, c'est pas ça. Ce qui fait qu'Haïti est dans cette situation, c'est qu'Haïti a eu, selon le maître esclavagiste, l'outrecuidance de dire nous ne voulons plus de votre oppression. Donc vous soutenez qu'il y a un compte à régler avec Haïti? Très clairement. Au niveau international? Très clairement. Et derrière le pseudo-humanisme, la pseudo-démarche humanitaire des nations occidentales, il y a une volonté de déconseiller aux autres nations, populations des Caraïbes, de prendre leur indépendance. Et c'est un discours qui marche, même si ça marche de moins en moins avec la jeunesse, je tiens à le préciser. Mais on entendait dans les anciennes générations, en Martinique, en Guadeloupe, ailleurs, en Guyane, nous on ne veut pas ressembler à Haïti. Parce que, de la même façon que quand l'esclave rebelle se rebelle, et qu'il est fouetté après par le maître esclavagiste, les autres esclaves disent « Ah non, nous on va pas se rebeller si c'est pour être fouetté comme c'est ce rebelle-là ». C'est exactement ce qui se passe pour Haïti et par rapport aux autres Caraïbes. Mais avec la nouvelle génération, c'est en train de changer. C'est en train de changer en Guadeloupe, c'est en train de changer en Guyane, c'est en train de changer en Martinique, c'est en train de changer à l'île de la Réunion, c'est en train de changer à bon nombre d'endroits, parce qu'aujourd'hui les gens sont en train de remettre les choses à l'endroit et comprennent que Haïti n'est pas un symbole d'humiliation, mais un symbole de fierté et de résistance. Au-delà de la constitution, de la corruption, de votre point de vue, quel problème peut-on souligner par ailleurs dans le système? On en revient toujours, quoi qu'on en dise, à la même problématique, on rechute toujours sur la même thématique. C'est que, qu'on le veuille ou pas, nous vivons aujourd'hui dans un monde où le néolibéralisme est devenu la religion globalisée. C'est une réalité. Alors, et quand je dis religion globalisée, les marxistes et les communistes, de manière très naïve, vont dire « Ah, c'est bien, il a un discours communiste et marxiste ». Ce qui n'est pas le cas. Parce que même le communisme, depuis l'effondrement du mur de Berlin, d'accord, a basculé, même s'il reste un opposant au néolibéralisme économique, a basculé complètement dans le néolibéralisme sociétal. J'en veux pour preuve que les questions du progressisme dans leur acception néolibérale sociétale ont été complètement incorporées par le communisme aussi. Je prends l'exemple de la théorie du genre, les questions du genre, les questions des droits de telle minorité sur lesquelles on ne va pas revenir, pas systématiquement ethnique en tant que tel, mais même sur d'autres orientations. Et donc dans ce cadre-là, le communisme lui-même d'aujourd'hui fait partie du problème. La véritable dichotomie qui existe aujourd'hui, c'est la dichotomie entre les nations dites traditionnalistes, les nations enracinées, et les nations qui font la promotion du globalisme néolibéral. Et donc le néolibéralisme est partout. Il est partout. Il est en Afrique, il est en Orient, il est en Occident, il est en Asie, etc. Même il y a des poches de résistance qui sont en train de s'effectuer parce qu'ils comprennent que le libéralisme dont parlait Fukuyama comme étant la solution et la victoire éternelle, il disait que le libéralisme avait gagné. Bien non, c'est la mort, comme le dit le philosophe russe Alexandre Dugin, c'est la mort du libéralisme aujourd'hui qui est en train de poindre à l'horizon. Et il y a l'émergence des blocs civilisationnels dans le cadre de la multipolarité qui est en train de s'exposer. Et pour revenir à la situation d'Haïti, Haïti est un enjeu géostratégique extrêmement important dans cette réalité, dans ce paradigme-là. Et donc, il va falloir à un moment sortir de ce cadre du néolibéralisme et économique et sociétal et lui apposer non pas un régime maoïste ou un régime marxiste caricaturable, mais lui apposer quelque chose qui soit en rapport avec l'ontologie de la population haïtienne, avec le paradigme civilisationnel de la population haïtienne. Je parlais tout à l'heure de la Lodo, mais il y a des répliques qui peuvent être adaptées à la réalité de nos populations. Philosophie Lacour en Haïti. Par exemple, qui vont dans ce cadre-là, mais qui ne sont pas forcément portés à leur paroxysme comme cela pourrait être. C'est-à-dire qu'on n'a pas foi en nous-mêmes. Il faut qu'on ait aussi ce courage de le dire. On préfère citer Friedman, on préfère dire qu'on a appris les choses de l'Occident pour montrer qu'on est académique. On a une vision méthodologique émanant des universités occidentales et on ne se rend pas compte que c'est une aliénation complète que de fonctionner comme ça. Donc, s'interroger soi-même, se réinventer soi-même, tout en s'enracinant dans notre propre
entité originelle, il n'y a que comme ça que l'on pourra s'en sortir. Et là, il y a un défi de l'éducation. Il y a un défi de l'éducation, il y a un défi civilisationnel aussi, n'ayons pas peur de le dire. Mais vous savez, prenons des exemples précis, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit dans d'autres ordres d'idées, la Russie, avec il y a eu évidemment des différentes nuances, parce que la Russie de Boris Yeltsin n'est pas la Russie de Poutine. Et même le premier mandat de Poutine n'est pas le deuxième mandat de Poutine, ni le troisième. Donc les choses sont un peu plus complexes, évidemment. Mais les gens sont en train d'arriver au retour à soi. Parce qu'ils se rendent compte qu'à force de trop vouloir aller vers le néolibéralisme, on finit par s'oublier nous-mêmes. Donc c'est une question de fond, c'est un appel que je lance à tous ces Africains ou afrodescendants qui pataugent aujourd'hui dans les doctrines, trop fiers de l'être dans les doctrines sur le libéralisme ou les doctrines que sont le communisme. Je donne un exemple simple, je sais que durant la période des indépendances, le communisme était qui a poser des constats sur les problèmes réellement, mais qui n'apportent pas les solutions aujourd'hui. Le communisme était l'idéologie des pères fondateurs de la résistance au colonialisme. Mais je l'ai dit, je l'ai exposé de manière, je pense, précise tout à l'heure, le communisme d'aujourd'hui fait partie du problème, pas de la solution. Il y a un constat réel en ce qui concerne la problématique des classes, en ce qui concerne la situation du prolétariat de manière générale et de l'élite globalisée, mais on n'a pas pris en compte aujourd'hui les évolutions géostratégiques du monde qui font qu'on est passé d'un monde où le néolibéralisme tel que Fukuyama en a parlé s'est étendu comme une tumeur partout, y compris dans les rangs du communisme. Et ce qui fait que quand, par exemple, je donne un exemple simple mais qui a son sens, quand Barack Obama vient traiter les Africains qui n'acceptent pas le mariage gay, moi, je ne suis pas là pour me positionner sur les questions de gay, pas gay, etc. Je ne juge pas les gens. Chacun fait ce qu'il a à faire dans sa vie. C'est pas mon problème. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est quand Barack Obama vient dire au Sénégal ou dans d'autres pays que si vous n'acceptez pas le mariage gay, vous êtes en gros, vous n'êtes pas civilisé. Ça, c'est du néolibéralisme sociétal. Parce que chaque société a toujours eu sa façon de traiter un certain nombre de questions, d'accord, et de réguler un certain nombre de choses en fonction de sa propre ontologie. Dire cela ne signifie pas que telle situation sociale ou sociologique est arrivée à telle ou telle période. Chaque société ont toujours eu affaire à un certain nombre de problématiques et les ont traitées en fonction de leur propre paradigme. Mais quand on vient imposer un schéma qui marche en Occident en disant que parce que ça marche en Occident, ça marche ailleurs, ça doit marcher ailleurs, sinon vous n'êtes pas civilisé, c'est du colonialisme. Et aujourd'hui, les communistes sont en réalité dans cette intégration, cette absorption, d'accord, de ces réalités néolibéral sociétal, tout en critiquant le néolibéralisme économique, ce qui est une schizophrénie. Donc je tiens vraiment à rappeler cela, parce que souvent on pense que quand on veut lutter contre ce système capitaliste, on doit revenir sur quelque chose qui aujourd'hui est périmé. Je dis que c'est une erreur. Sur ce, nous allons prendre une pause. N'a pas une petite pause, vous comprenez ça? Il n'y a pas de problème. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org.
Soti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce qu'on va le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied le patron. Le régime côté nous sentiment libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Ministère éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents au songé, date examen l'État année 2023 yo a organisé année ça. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale institutée avec élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves recalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état yo bien passé dans intérêt toute société. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi. Kémy Seba, moi été présenté comme activiste, écrivain, éditorialiste, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Au cours de la pause, on tentait de parler en créole. Vous ne dites pas un mot de créole? Vous savez, la pudeur est que même si je peux connaître quelques mots créoles, quand on ne maîtrise pas quelque chose à la perfection, on évite d'en parler par respect pour la langue. De la même façon que si je vous demande si vous parlez fongbe, la langue de mes parents, qui est peut-être probablement votre langue ancestrale aussi, peut-être que vous ne la parlerez pas, je n'aurai pas l'impudeur de vous demander si vous la parlez. On peut essayer de trouver des mots et des points de convergence, mais il faut respecter la langue c'est sacré. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait revenir à soi, à soi-même. Est-ce qu'on peut revenir à soi en évitant quand même les nationalismes qui n'arrangent pas nécessairement les choses? Moi, je veux dire aussi que le nationalisme, dont le paradigme d'aujourd'hui, pour toujours revenir à ce sida du néolibéralisme sociétal, le nationalisme n'est pas mieux que le communisme ou que le libéralisme, qu'on soit très clair. Ça a montré ses limites, et d'ailleurs le combat qu'on mène dans le cadre du panafricanisme va dans le sens aujourd'hui de dépasser, de transcender ces frontières qui ont été tracées notamment en Afrique lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, où le continent africain était découpé tel un gâteau pour les puissances occidentales, pas pour les populations endogènes africaines. Et bien dans cette réalité-là, bien sûr que le nationalisme doit être une étape qui doit être dépassée. On est à l'échelle des blocs civilisationnels, j'insiste dessus. Vous entendez États-Unis d'Amérique, ça ne questionne personne. C'est pas Californie, c'est pas le Michigan, c'est pas le Wisconsin. On dit les États-Unis d'Amérique. Ça a son sens. Quand on parle de l'Union européenne, même si l'Union européenne, c'est plus l'Union européenne du cartel bancaire, certainement pas l'Union des populations prolétariennes européennes. Mais l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'élite de l'oligarchie financière, mais il y a à la base un projet des peuples européens ou eurasiatiques de converger vers un même destin. C'est une réalité aussi. La Chine que l'on voit aujourd'hui, c'est une addition de province. Il faut qu'on soit quand même capable de le dire et de s'en rappeler. D'accord ? Même chose du côté de l'Inde. Donc l'Afrique va dans ce sens-là aussi. Et sa diaspora aussi. Et le jour où on aura... Et on y arrivera, parce que je dis toujours que ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Il arrivera un moment dans cette histoire, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit, où des responsables politiques rappelleront à la diaspora son rôle historique dans le bloc civilisationnel africain.
Mais le contexte international aujourd'hui favorise un peu ça, quoi. La construction des blocs. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je dis qu'on y est et que l'Afrique devra passer par là aussi. Clairement, il faut qu'il y ait un volontarisme au niveau de la classe politique dirigeante. Et il faut peut-être que cette classe politique dirigeante change tout simplement. Et ça viendra plus tôt qu'on ne le croit. On reviendra à ça tout à l'heure. La colère sociale monte dans quelques pays d'Amérique latine et d'autres régions du monde. Ces cris de révolte ont-ils une résonance en Afrique? Vous êtes témoin de ça? Écoutez, nous, nos cris de révolte sont là depuis très longtemps. Donc, tous ceux qui sont dans cette même démarche de cris de révolte, on les entend, on les observe évidemment. Après, ce qui se passe en Amérique latine, il faut faire très attention aussi. Parce que les révoltes néolibérales venant de gens qui disent qu'on ne veut plus des indigènes, qu'on ne veut plus des Africains. Vous faites allusion à la Bolivie? Je ne cite pas cette pauvre dame qui est à la tête de la Bolivie aujourd'hui dans un coup d'état démocratique, mais un coup d'état démocratique? Coup d'état démocratique, oui, c'est un concept politique qui existe. Si vous tapez Google est votre ami, je dis pour le public, coup d'état démocratique, c'est une notion géopolitique qui existe. C'est quand aujourd'hui on veut maquiller un coup d'état, dans un cadre d'ingénierie sociale, on coopte une partie des gens de la société civile pour créer des soulèvements, entre guillemets, prétendument populaires, et porter à la tête du pays des gens qui ne sont pas forcément légitimes dans le cadre originel, mais qui sont placés par le coup d'État fomenté par l'extérieur. Et on maquille ça sous l'égide de la démocratie. C'est ce qui s'est passé avec l'autre mafieux de Guaido au Venezuela, sauf que lui a été maté. Je me méfie de ces soulèvements sociaux en tant que tels. Par contre, au Chili? Au Chili, c'est autre chose. Ça vaut la peine de réfléchir et de s'y pencher. C'est autre chose, en effet. C'est pour ça que je dis qu'il faut étudier au cas par cas les situations. Il faut étudier au cas par cas les situations, parce qu'elles sont diverses et variées, et elles ne sont pas uniformes. Et il faut aussi qu'on rappelle une chose que je disais hier en interview encore, qui est que, vous savez, la réaction du peuple en Amérique latine n'est pas uniforme. Il y a des gens, il faut qu'on soit capable de le reconnaître aussi. Alors en proportion, ça vaudra la peine de se questionner, mais il y a des gens qui en ont marre que les populations indigènes, que les populations originelles, que les Africains, que les Amérindiens, ce terme ne veut rien dire, mais on va l'utiliser quand même, puissent avoir accès à plus de pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé au Brésil, où on a un criminel politique, un extrémiste, un négrophobe, un raciste anti-amérindien, même un mec anti-forêt Amazonie, il faut le faire quand même, comme Bolsonaro qui arrive au pouvoir. Il n'est pas arrivé au pouvoir par magie, il arrive au pouvoir parce qu'il y a des gens qui en avaient marre du régime de Lula et de la gauche socialiste bolivariste sud-américaine, et il y a eu à un moment donné un changement de régime dans multiples pays. Ça ne se fait pas que par magie. Il y a les États-Unis qui poussent derrière, mais c'est dans l'air du temps. On dit toujours que quand il y a un corrupteur, quand il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs, et quand il y a un corrupteur, c'est qu'il y a des corrompus. Donc les corrompus ne sont pas que à la tête de l'État, il y a aussi des gens dans la société civile qui ne supportent pas cet état de fait. C'est pour ça que quand vous me dites qu'est-ce que cela vous inspire, les changements sociaux, je suis beaucoup plus nuancé. Je n'ai pas il y a je trouve une naïveté un petit peu de la part de certains Africains ou Afro-descendants qui sont toujours dans un romantisme. On a l'impression que le Che Guevara est toujours vivant, toujours dans un romantisme par rapport à l'Amérique du Sud. Moi, je suis beaucoup moins rassuré par rapport à ce qui se passe en Amérique du Sud. Même Maduro, président du Venezuela, je le dis comme je le pense, autant j'étais un très grand amoureux de la politique d'Hugo Chavez, autant Maduro qui essaie de continuer l'œuvre de son prédécesseur, de son leader, de son prédécesseur. Il me paraît, c'est moi, mais être encore loin de l'impact de celui qui était son modèle, et il me paraît avoir parfois des limites dans la réflexion géostratégique. C'est mon point de vue, c'est mon petit point de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Amérique latine a un train de retard sur un certain nombre de points qu'il va falloir rattraper très prochainement, en regardant le monde tel qu'il est, parce que c'est ça aussi le problème du marxisme. C'est que le marxisme, on analyse parfaitement la question des classes, des rapports de classe, mais on ne veut pas mettre un nom sur ceux qui sont à la tête de la classe suprême. Et tant qu'on ne veut pas mettre des noms
parce que Karl Marx lui-même étant issu de réalité qui fait qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout de sa réflexion, eh bien on en arrive aussi toujours à se limiter dans la démarche, dans l'analyse, et à toujours être surpris parce qu'on ne veut pas aller au bout. Et là où par exemple des pays comme l'Iran vont au bout parce qu'ils ciblent les vrais problèmes, à mon sens, la Russie, même si la Russie joue les équilibristes, va au bout pour ses propres intérêts, disons-le clairement, mais va au bout des choses. Je trouve que l'Amérique latine n'arrive pas encore à aller au bout d'un certain nombre de points. C'est pour ça qu'ils se font retourner aussi facilement. Il y a des exemples en Afrique qu'on peut projeter? Vous n'êtes pas sans savoir quand même que les mobilisations anti-franc CFA sont les plus grosses qu'il y a eu depuis la période des indépendances, selon même les dires de nos adversaires politiques. C'est-à-dire que même la France dit que depuis la période des indépendances, je n'avais jamais eu au sein des sociétés civiles autant de soulèvements simultanés avec des sentiments prétendument anti-occidentaux. C'est pas anti-occidentaux, c'est anti-impérialisme occidental, il faut préciser la nuance. Donc bien sûr qu'il y a des soulèvements, je dirais même pas de ce type, je dirais même peut-être supérieurs en ampleur aujourd'hui, parce que la question du franc CFA, du néocolonialisme français, ces deux questions respectives n'ont jamais été autant posées qu'aujourd'hui, au XXIe siècle. Et alors là où ça se passe dans le sens du changement, du bouleversement des choses, est-ce qu'il y a des points communs qu'on peut toucher, sur lesquels on peut mettre le doigt? Est-ce par exemple l'angoisse de l'avenir qui fait bondir tant de jeunes dans plusieurs sociétés à travers le monde? Je pense que même avant l'angoisse de l'avenir, il y a pour beaucoup l'angoisse du présent. Parce que quand on vous incarcère dans le présent, quand on vous ostracise et on ne vous laisse pas la possibilité de profiter des réalités présentes, forcément, vous avez envie de bousculer ce présent pour avoir un meilleur futur et pour oser inventer l'avenir, comme le disait Thomas Sankara. Donc il y a une réalité structurelle, une réalité de fond dessus. Nos populations aujourd'hui ne peuvent plus accepter l'état de fait dans lequel elles sont installées, qui fait qu'aujourd'hui une minorité dans un cadre de plutocratie intégrale a la possibilité de concentrer l'essentiel des richesses, et que de l'autre côté la majorité est privée de ses droits les plus inaliénables. C'est inacceptable. Et ça fait partir beaucoup de gens ici, mais aussi en Afrique, la migration est devenue un problème. Oui, c'est devenu un problème surmédiatisé, mais à mon avis grossi, parce que 80% des migrations africaines se déroulent à l'intérieur du continent africain. Ce sont des chiffres officiels internationaux. Donc il faut quand même aussi qu'on puisse toujours nuancer. C'est-à-dire que 20% vont à l'extérieur de l'Afrique, 80% des Africains voyagent à l'intérieur de l'Afrique. Donc tous les Africains ne veulent pas partir non plus en dehors du continent, c'est pas vrai. Mais non, il y a 20% qui partent. Les 20% ne partent pas tous en Occident, certains partent au Moyen-Orient, certains partent en Asie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, même si c'est minoritaire, mais un problème, parce qu'il est grossi par les médias, il y a un problème de migration aussi, parce que ceux qui partent pensent aller chercher le bonheur ailleurs et connaissent l'enfer, parce que le néolibéralisme, c'est la conjonction de deux mafias, de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine, qui, comprenant le processus du dumping social, comprennent que s'il y a des migrants qui passent, c'est pour ça que les dirigeants africains laissent faire, s'il y a des migrants qui partent, les multinationales, c'est bon pour ces dernières, parce qu'elles vont les payer à bas prix, beaucoup moins cher qu'elles payent les populations prolétaires déjà, précarisées occidentales et autochtones. Donc et après ça crée quoi? Des conflits, il y a le bouc émissariat, et on en revient toujours à cette notion justement du néolibéralisme de manière générale. Donc il y a quand même une perversion de ce système qui, à mon sens, mérite d'être exposée. Mais même à l'intérieur de l'Afrique, elle ne se passe pas de tout repos, la migration. Il y a des problèmes. Mais la migration en Afrique, à mon sens, pour moi, n'est pas... Tout dépend maintenant des raisons. Évidemment, quand des Rwandais, après le génocide du Rwanda, migrent ailleurs, c'est après un drame. Mais la migration africaine n'a jamais été un problème, parce que faut qu'on se rappelle quand même que nos populations ont toujours voyagé sur le continent. D'accord? Quand vous voyez les Peuls sont partout. Parce qu'elles voyagent partout. Donc, la migration africaine doit être un droit. Intra-africaine doit être un droit. Moi, je milite pour ça. Dans le cadre du panafricanisme. C'est le but du panafricanisme. On va revenir au panafricanisme. La conférence nationale, on en parle beaucoup. Ici, elle est proposée comme une composante de la transition que certains souhaitent en Haïti. Que pouvez-vous nous dire de l'expérience béninoise, votre pays, de la conférence nationale? Elle paraît très loin, cette expérience, parce que quand on sait aujourd'hui que la problématique de la démocratie est plus que jamais malheureusement questionnée aujourd'hui au Bénin, où le droit à la liberté d'expression
même si on parle quand on doit parler, ceux qui doivent parler parlent, mais le droit à la liberté d'expression est de plus en plus amoindri, et de plus en plus en danger. Donc c'est un modèle qui est très loin. Qui est très loin malheureusement, et qui est déploré, puisque vous savez que 80% de l'opposition, pour ne pas dire 80% du corps électoral n'a même pas pu se présenter aux dernières élections, puisque c'est uniquement les candidats de la majorité qui ont pu le faire. Après on peut en parler, on peut en discuter, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent que majorité ou opposition, les deux à l'heure actuelle au Bénin ne seront pas, à mon sens, au niveau. Ça c'est mon point de vue, je l'assume complètement. Mais quand vous entendez les Haïtiens dire qu'il faut nécessairement passer par une conférence nationale... Non, la conférence nationale en soi n'est pas négative. Le problème c'est que vous nous relancez chez nous sur un sujet qui malheureusement est très loin par rapport au recul démocratique ces dernières années, eu égard à la prise de pouvoir d'un président qui, objectivement d'ailleurs, on peut réfléchir, n'est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas... Il y a eu Yaïboni. Donc la conférence nationale avait amené au Bénin à une avancée démocratique. Une avancée démocratique réelle. Ça c'est une évidence. Le Bénin était une démocratie, un modèle démocratique pour beaucoup. Le problème c'est qu'on a aussi une caste, c'est Dallas un petit peu au Bénin, où toute la classe politique actuelle se connaît, qu'il soit de gauche ou de droite, du centre, du milieu, du haut et du bas. C'est le même milieu qui est là de père en fils depuis tout le temps. Il y avait les politiciens et les argentiers. Et ils se succèdent les uns et les autres, se font des guerres internes et font reculer tous les efforts du peuple, d'accord, pour des intérêts personnels. Donc moi, si vous me demandez par exemple de choisir entre Talon et Yaïboni, je choisirais aucun des deux. Voilà, ça vous permet de comprendre très clairement, sans tabou, ce que moi je pense. Aucun des deux. Et le Bénin a besoin de souffle nouveau. Et qui sera tôt ou tard dans le futur incarné. Nous, à l'heure actuelle, on fait notre travail métapolitique au sein de la société civile qui porte ses fruits, parce que les questions de souveraineté n'ont jamais été autant abordées que depuis que nous les avons lancées. C'est ça, la métapolitique. Et puis viendra le temps de métapolitique, on passera à politique institutionnelle. Ça viendra. Voilà. Alors, le plus difficile maintenant, c'est que vous êtes chez vous, ici, vous vous sentez chez vous, mais alors, quelle part du Bénin ne retrouvez-vous pas en Haïti? Alors là, c'est une question philosophique qui mériterait une dissertation de plusieurs heures. Or, il nous reste, je pense, 20 minutes à peine, 15 minutes. Mais quelle part du Bénin nous ne retrouvons pas ici? Au Bénin, en ce qui concerne la tradition, le vaudou, même les plus lettrés, même les plus scientifiques, prennent ça très au sérieux. Même les plus grands scientifiques au Bénin, on ne joue pas avec le vaudou, on est la terre, je pense. Tout le monde parle du Wakanda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une hypocrisie vis-à-vis du vaudou. Non, tout le monde l'assume. Voilà. Et même ceux qui ne sont pas vaudouisants officiellement, qui sont chrétiens ou musulmans, tout le monde a son chapelet, a son gris-gris, entre guillemets. Parce qu'on ne joue pas avec ça. On parle du Wakanda, Black Panthers, mais le Bénin est la nation des Amazones, c'est la nation des défenseurs de la tradition. C'est une réalité. Et il sera tôt ou tard, il reviendra à son paroxysme. Je trouve qu'Haïti, le vaudou fait encore polémique. Il y a des gens qui s'en revendiquent fièrement, et il y en a d'autres qui disent que non, c'est pas bon. Et je pense que tant qu'on sera dans cette négation de nous-mêmes, il y a des choses peut-être qui n'iront pas bien non plus. Alors sur le panafricanisme, maintenant, si vous voulez, on peut prendre un peu de temps. C'est ce que vous prenez, le panafricanisme, vous le définissez comment? C'est l'idéologie de libération, d'autodétermination de nos populations qui passe par la solidarité entre tous les Africains du continent et de la diaspora afin de permettre que nos populations puissent apposer leur voix au concert des nations, tout simplement. Et c'est la théologie de la libération, quelque part, dans son ontologie africaine. Et donc, quelles sont les perspectives de... C'est ce que je viens de vous dire. On doit arriver panafricanisme dans cette mondialisation qui s'étend, qui est là et qui conditionne tout. Vous savez, la mondialisation, il y a deux notions. Il y a la mondialisation qui est un phénomène naturel d'interaction, d'accélération des phénomènes d'interaction visant à parfois faciliter l'échange et les communications entre les différentes parties de l'humanité. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, il y a le mondialisme, qui est la dérégulation de ce phénomène originel de communication et d'interaction, d'accord, voulu par des élites qui veulent uniformiser le monde. Et donc, c'est une dégénérescence du phénomène premier que nous venons de citer. Et donc, ce mondialisme, c'est une idéologie à combattre.
je vous parlais du globalisme néolibéral, c'est la définition même du mondialisme en tant que tel. Maintenant, dans la mondialisation, eh bien, il faut se servir de ces éléments de mondialisation. Internet est un élément de mondialisation. C'est ce qui fait aujourd'hui que ça peut, par exemple, accélérer le processus du panafricanisme. Dans mondialisation, tout n'est pas mauvais. Mais dans mondialisme, tout est mauvais. Voilà. Il faut faire une dichotomie entre les deux et clarifier la situation. Et les perspectives pour le panafricanisme, c'est de se servir des techniques de communication, justement, de cette mondialisation pour accélérer le phénomène de continentalisation de nos problématiques et faire en sorte qu'on puisse aller vers ce bloc civilisationnel tant voulu par les masses africaines en réalité, parce qu'il faut qu'on se rappelle que la jeunesse africaine du nord au sud, de l'est à l'ouest, moi je vais partout en Afrique, partout, c'est le travail de notre ONG, il y a quand même sans équivoque une volonté d'États-Unis d'Afrique, d'État fédéral africain, qui était la volonté des pères fondateurs. Ouais. On n'a jamais été autant dans cette volonté-là sur le terrain des masses populaires. Ce sont les dirigeants qui posent problème parce que chacun veut garder son précaré et préfère être roi dans un petit pays que être un des responsables dans un grand pays. Ouais. Mais autant qu'il y a eu des pays colonisateurs, il y a des Afriques, il y a l'Afrique ou des Afriques. Je veux dire qu'il y a des humains déjà. Donc s'il y a des humains, il est évident qu'il y aura des Afriques, puisque même dans un pays ou dans une ville, il y a des habitants. Et chaque habitant est différent. Vous et moi, même si on se ressemble sur le faciès, mais on est différents sur certains points. Donc, et vous-même avec votre femme, vous êtes différents sur certains points. Donc il y a évidemment une pluralité qui en réalité est l'élément de la richesse, parce que de la diversité naît l'unicité quelque part. Parce que c'est l'addition de divers éléments qui crée l'unique aussi. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi une affaire de dimension, parce qu'il y a quand même des pays africains qui sont dans la terminologie générale très avancée et d'autres moins. C'est le rôle de ceux qui sont très avancés de porter ceux qui le sont moins. C'est le rôle, la lodo, du solidarisme en tant que tel. Mais il ne faut pas revenir à ça, c'est tout le défi. Et beaucoup sont dans cette démarche-là déjà. Beaucoup essayent de faire ça déjà. Et je pense que c'est des initiatives comme la nôtre, comme les nôtres, qui sont en train de proliférer sur le continent, qui sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit. On vous présente comme extrémiste et vous refusez cette étiquette. C'est qui parce que le on, généralement, il faut toujours... Moi, je suis journaliste, j'aime bien ressortir cette phrase. J'ai lu ça sur votre compte Twitter. C'est vous-même qui le dites. On vous présente comme extrémiste et vous refusez cette étiquette. Justement, j'y viens. C'est qui le on? Il y a la phrase marxiste qui dit d'où tu parles. Le on, c'est l'oligarchie d'Occident. D'accord? C'est pas la population africaine. Je suis élu personnalité politique de l'année 2017 par Africa News, qui est une des chaînes les plus importantes en Afrique aujourd'hui. D'accord? Je reçois le prix MJA Intellect, le mouvement de la jeunesse intellectuelle africaine en 2017 pour mon impact auprès des masses africaines. Donc c'est pas l'Afrique qui me considère comme extrémiste, c'est l'oligarchie d'Occident. Et moi, je dis que le vrai extrémisme, c'est que des gens vivent avec moins de $100 par mois, alors que notre continent nourrit le monde. C'est ça le vrai extrémiste. Voilà. Et je réponds, c'est pour ça que quand je dis c'est qui le on, quand on cite quelque chose, j'aime qu'on contextualise, d'où ma contextualisation. Voilà. Et alors les médias, vous êtes aussi un homme de médias? Oui, je suis un homme de médias, je l'assume. J'ai été directeur général d'une chaîne importante en Afrique francophone qui s'appelle Afrique Média, qui est une des chaînes les plus importantes sur le terrain du panafricanisme. Je suis chroniqueur politique pour diverses télés, Vox Africa, Golf TV Africa. J'ai été chroniqueur géopolitique pour la 2S TV. Je suis éditorialiste pour un certain nombre de chaînes, dont celle que je viens de citer évidemment. Donc c'est cette démarche dans laquelle je me situe et qui nous a permis aussi de toucher les masses africaines, très clairement. Il y a de plus en plus une critique qui se développe sur les médias, surtout les médias dominants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Une critique vis-à-vis des médias dominants, vous avez dit? Une critique vis-à-vis des médias occidentaux, pour parler très clairement. Oui. Voilà, mais bien sûr. Bon, il y a des médias dominants dans des pays comme les nôtres aussi. En tout cas, en Afrique, les médias dominants, c'est ce qu'on appelle les médias d'État, c'est ça que vous voulez dire. Mais ils ne sont dominants que parce qu'ils sont plus financés, mais ils ne sont pas dominants en audience. Je vous donne un exemple simple. L'ORTB n'est pas plus regardé que certaines chaînes de télévision dans nos pays. Au Bénin, par exemple. Voilà, la RTS est la chaîne d'État, mais n'est pas forcément plus regardée que la 2S TV ou que d'autres chaînes, donc, ou que Walfadjri. Donc c'est beaucoup plus relatif que ça. Nous, quand on parle de critique des médias dominants, c'est les médias internationaux tels que France 24, CNN, etc. Que
le journaliste belge avec lequel je suis loin d'être d'accord sur tout, mais qui dit ça lui arrive de dire certaines bonnes choses, d'autres beaucoup moins, qui est Michel Collomb, il appelle ces médias les médias mensonges. Les mass médias, les médias mensonges. Il y a aussi des mass médias en Afrique, mais qui, à mon sens, sont beaucoup plus dans une démarche déontologique qu'en Occident. C'est ce qui fait que moi j'ai pu avoir les places que j'occupe depuis maintenant bientôt 9 ans, 10 ans, sur le continent africain. C'est parce qu'il y a une plus grosse traçabilité et transparence des choses dans le même temps, en ce qui concerne la quête de vérité et la quête d'information. Et maintenant sur l'appropriation des nouveaux médias, des réseaux. Je pense que là-dessus on a été en avance sur beaucoup de points. C'est-à-dire que quand certains nous parlent du panafricanisme 2.0, c'est parce qu'on a été capable de relier la force des réseaux sociaux à la force des médias traditionnels, de telle sorte que dans une conjonction d'informations, on est capable par exemple de diffuser des interventions télévisées sur des mass médias que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, dans lesquels on a aujourd'hui une influence assez importante. Voilà. Et vous comptez beaucoup avec ça aujourd'hui. Je pense que l'assemblage des deux est très important. Je pense que s'il n'y avait que les réseaux sociaux, ça ne serait pas forcément intéressant. S'il n'y avait que la télé, ce ne serait pas forcément intéressant. Nous, on a utilisé les réseaux sociaux à une époque où ce n'était pas encore à la mode. Et souvent, on dit toujours premier arrivé, premier servi. On a été capable de développer une méthodologie pour passer de messages et pour toucher les gens. Aujourd'hui, je suis quasiment suivi par 600 000 personnes sur Facebook. Dans le domaine de la politique en Afrique francophone, je pense même que le président de la République de mon pays n'a pas autant de gens. Et on n'a pas dépensé un centime pour ça. C'est parce qu'il y a un intérêt que l'on suscite auprès d'une grande partie de la population. Et il faut rajouter à cela ceux qui n'ont pas accès à Internet, mais qui nous suivent via les médias, les télévisions traditionnelles et qui sont touchés par notre message. Donc ça permet quand même de toucher une masse beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. Et maintenant, lorsque la pénétration de l'Internet sera plus importante ou beaucoup plus importante en Afrique, ça sera encore mieux pour nous. C'est déjà plus important. Voilà, on a un impact déjà, je pense, grand, parce que comme je le dis, on joue sur les deux tableaux, télé et réseaux sociaux, et le jour où... Et stratégiquement, donc, vous êtes pour une... globalisation de l'information, des moyens de communication, bien sûr. Et de toute façon, qu'on le soit ou pas, c'est ce qui va arriver, parce que Internet est en train de se développer de manière exponentielle en Afrique. Je le vois partout. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone, et tout le monde commence à avoir accès, même dans les villages les plus reculés, à Internet. Ouais. Voilà. On termine cet entretien. Kémy Séba, vous êtes venu en Haïti, vous dites pour faire la solidarité avec les Haïtiens. Je vous laisse leur adresser le message que vous apportez. Tout simplement dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Et donc il faut qu'on aille au-delà de la complainte vis-à-vis de ce que les élites ne font pas et qu'on fasse par nous-mêmes ce que ces élites ne sont pas capables de faire. Et ce n'est que comme ça qu'à un moment donné, elles auront tellement honte et elles seront obligées de démissionner. Voilà. Merci. Merci infiniment, mon frère. Tichèze Ba. Eh bien, dans Tichèze Ba, je vous dis, nous t'ai gagné dans micro nous, Kémy Séba, activiste, écrivain, éditorialiste et puis président ONG Urgence Panafricaniste. Nous dit tout auditeur ak auditrice nou yo, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Nawe, semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, l'idée fouée dans affaire radio. C'est Tico qui dit ça.